On va revenir sur une autre promesse de campagne d'Emmanuel Macron, celle de réconcilier les Français avec l'administration en créant entre autres un droit à l'erreur. Il doit permettre d'éviter les sanctions sous réserve de bonne foi, une disposition qui a été intégrée dans un vaste projet de loi que les sénateurs ont largement remanié en commission. Les explications d'Audrey Vuettaz. Le centre des finances publiques, une administration qui effraie bon nombre de Français. Cela pourrait bientôt changer grâce au droit à l'erreur, une idée du gouvernement validée par l'Assemblée et par une commission spéciale de sénateurs. Concrètement, cela donne la possibilité à un particulier ou une entreprise de se tromper une fois dans ses déclarations à l'administration sans faire l'objet de sanctions. Il y a une partie des Français qui ne connaissent pas les textes, qui ont des difficultés à mettre en place ou à répondre à certaines sollicitations des services de l'administration, auquel cas, je crois que ce que nous souhaitons, c'est que l'État soit un peu indulgent. On a besoin d'un État partenaire et pas un État censeur. Un droit de régularisation que les sénateurs, dans leur rôle, ont aussi donné aux collectivités territoriales et à l'administration de la sécurité sociale. La commission spéciale a aussi prévu un droit au contrôle. Les entreprises qui le souhaitent pourront demander à l'administration de s'assurer qu'elles sont en conformité, et ce, dans les 6 mois après la demande. Dernière touche du Sénat, il supprime le référent unique qui permettait à une administration de choisir une seule personne pour traiter toutes les demandes qui lui sont adressées. Une fausse bonne idée pour le rapporteur. On ne peut pas demander à un agent de l'administration de tout savoir la réglementation au niveau fiscal, au niveau social, au niveau sanitaire. À noter que pour la toute première fois, le Sénat a légiféré en commission. La séance plénière qui s'ouvre demain sera consacrée aux explications de vote. Manon Laporte, avocate fiscaliste, conseillère régionale LR d'Île-de-France, est notre invitée. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Manon Laporte. Bonjour. Comment expliquer aujourd'hui la défiance finalement des citoyens vis-à-vis de l'administration ? Ça comporte plusieurs facteurs. Vous avez la multiplicité des lois, des sources de droit, vous avez la complexité, vous avez la rétroactivité, ça change tout le temps, l'inflation fiscale, vous avez un certain nombre de facteurs qui font qu'il n'y a pas d'esprit de confiance, mais plutôt de défiance. Et puis on pense que l'administration fiscale est là pour sanctionner, plutôt que d'aider, de conseiller, d'accompagner les contribuables. Comment on peut changer justement ces relations ? On voit que le gouvernement veut créer à travers ce projet de loi pour un État au service de la confiance. Cette disposition, on en a beaucoup parlé, du droit à l'erreur. Est-ce que c'est la bonne méthode, la bonne réponse ? Oui, c'est une bonne réponse. C'est une tentative de réponse. Mais vous savez, la faculté de régularisation visée par l'article L62 existait déjà. Certes, là, le Parlement l'a ouvert à plusieurs situations de contribuables. Donc ça, c'est très bien. Cependant, je pense que le fond du problème, c'est l'instabilité fiscale. C'est une norme doit rester pendant 5 ans et pas une multiplicité. Et il faut arrêter de légiférer sans arrêt et faire confiance un peu à l'administration fiscale. Et l'administration fiscale doit être le partenaire économique des contribuables, des entreprises et des particuliers, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Comment on peut appliquer ce droit à l'erreur ? Il faut aussi beaucoup informer les citoyens de ces nouvelles dispositions. Il faut les informer, il faut communiquer, il faut arrêter de les sanctionner en permanence, il faut leur donner la possibilité de régulariser à temps sans même des intérêts de retard, sans manquement délibéré. Et puis les informer de toutes les normes fiscales en cours. C'est surtout ça qui se multiplie. Parce que quand vous avez une norme fiscale, vous en rajoutez une à chaque fois. Au lieu d'en enlever une, vous les superposez finalement. On a vu que le Sénat s'est un peu inquiété justement, que ce soit finalement les administrés les mieux informés qui vont pouvoir bénéficier de ce dispositif. Les administrés, ben oui, c'est normal que ce soit les administrés qui bénéficient de ce dispositif. Mais c'est vrai les mieux informés. Les mieux informés, absolument, mais si vous voulez, il y a aussi un problème vis-à-vis des vérificateurs, parce que je discutais avec un vérificateur qui lui aussi était perdu avec toutes ces normes existantes, cette jurisprudence, ces instructions, cette doctrine administrative sans fin, et l'administration et les agents eux-mêmes ne comprennent plus les normes fiscales. Ils ne sont pas prêts, justement, à ces nouvelles... On ne peut pas tout savoir, nul n'est censé ignorer la loi, mais on ne peut pas leur demander de légiférer en permanence, d'interpréter la loi sans arrêt et d'appliquer les normes qui changent sans arrêt. Une inflation fiscale, si vous voulez. À vous entendre, on ne sortira jamais de ces contentieux. Ah non, dans ma tribune, si vous voulez, je suis très optimiste, ça fait quand même 10 ans que j'en parle. Il faut que l'administration fiscale change de mentalité et que Bercy, finalement, change de mentalité, qu'il y ait vraiment une confiance qui s'instaure.
plutôt inverser la présomption, c'est-à-dire ne pas aller chez les entreprises en disant bon, ils sont coupables, non, mais plutôt aller chez les contribuables que s'ils commettent une erreur grave, un manquement grave à la règle fiscale. Donc inverser un peu ce processus de présomption et aller plutôt les alléger, les conseiller, les accompagner dans les lois fiscales et même aller dans les entreprises pour leur dire, voilà, il y a un système de loi, de crédit d'impôt, vous pouvez en bénéficier et les assister pour l'application des normes fiscales. Ça serait beaucoup plus économique et beaucoup plus pédagogique comme système. Alors le Sénat en commission a également souhaité finalement étendre ce dispositif aux collectivités territoriales et puis également aux organismes de sécurité sociale. Ça vous paraît réaliste ? Ça va être compliqué à mettre en place, mais je pense qu'effectivement, les organismes de sécurité sociale doivent bénéficier du même droit à l'information que les administrés, parce qu'eux-mêmes doivent être complètement débordés par les normes sociales qui existent, ça doit être pareil. Et par contre, auprès des agents de l'URSSAF, c'est très très compliqué, et il y a encore moins de garanties à l'URSSAF que dans les contrôles fiscaux. Donc il y a beaucoup plus de garanties de droit de la défense qui doivent être adoptées, et de simplicité que même dans le cadre fiscal. Alors le texte ouvre le droit à l'erreur, on vient d'en parler, il ouvre aussi le droit au contrôle, ça veut dire qu'on pourra demander soi-même à bénéficier d'un contrôle, c'est ça ? Ça existe déjà. Une entreprise peut parfaitement demander, pour régulariser sa situation, un contrôle fiscal, ça s'appelle le contrôle fiscal à la demande, et ça se fait, il y a un allègement des intérêts de retard, ce qui se fait déjà. En fait, le projet de loi, il va dans la bonne voie, il n'y a rien de nouveau à l'horizon, et il va pas assez loin, si vous voulez, dans les réformes visant à instaurer la confiance avec les administrés. On entendait dans le sujet d'Audrey Vietaz 2 articles qui ont été supprimés en commission. L'article 10 qui généralise le rescrit. Est-ce que vous comprenez la position des sénateurs ? Écoutez, le rescrit, il est déjà adopté pour un certain nombre de dispositions. Vous avez le rescrit valeur, vous avez une dizaine de rescrits. Donc, moi, je pense que la généralisation du rescrit, c'était une très bonne idée. Vous savez, quand vous avez un contrôle fiscal, vous avez une position du vérificateur à la fin de la procédure d'imposition. Et 2 ans après, vous pouvez avoir un autre contrôle. Et à ce moment-là, ce qui était bien, c'est que le contribuable peut se prévaloir de la position antérieure de l'administration, ou même en cas de silence lors d'un précédent contrôle, se prévaloir de ce silence de l'administration. Parce que si l'administration ne l'a pas soulevé la première fois, le point technique, si vous voulez, il ne peut pas le soulever après. Donc, moi, je pense que j'étais beaucoup plus pour la généralisation de la procédure de rescrit. Les sénateurs disent qu'il y aura peut-être un problème de constitutionnalité. Peut-être, il y a peut-être un problème de constitutionnalité, mais si vous voulez, c'est quand même une contractualisation entre l'administration fiscale et les contribuables, et c'est ce vers quoi on doit aller. Autre modification des sénateurs en commission, ils ont également souhaité supprimer cette notion de référent unique. On entendait Jean-Claude Luche expliquer, le rapporteur centriste de ce texte, finalement, qu'on ne connaît pas son champ d'application. Est-ce que vous comprenez cette position ? Non, je ne comprends pas je comprends pas ce qu'on veut dire par là. Moi, je pense que je suis pour l'interlocuteur unique fiscal, pour la bonne raison que les administrés se perdent entre les services d'assiette, les services de recouvrement, en droit d'enregistrement, en droit de TVA, en droit d'impôt direct. Donc, si vous voulez, il y a une multitude d'interlocuteurs et je pense que ça complexifie énormément le système fiscal et le nombre de procédures d'ailleurs. Donc, ça lui donne une forte responsabilité aussi à ce référent unique, c'est ce qu'a voulu dire le Sénat. Oui, ça lui donne une forte responsabilité, mais après tout, c'est les administrés qui comptent. C'est la responsabilité aussi du dirigeant et on doit lui alléger au maximum les procédures et les formalités. Je veux dire qu'un dirigeant, il n'a pas que ça à faire d'aller, si vous voulez, aller voir 3 ou 4 interlocuteurs pour mener à bien la vérification des lois fiscales ou payer l'impôt. Donc, pour moi, c'était une bonne mesure. On a commencé cet entretien par cette question sur cette défiance des citoyens vis-à-vis de l'administration. Comment on va les réconcilier ? Est-ce que vous pensez que ce projet de loi, justement, qui doit permettre de simplifier les choses, va faire avancer un petit peu les citoyens vers plus de confiance de leur administration ? Oui, je pense qu'on va dans la bonne voie, mais on ne règle pas les problèmes de sécurité fiscale, d'inflation fiscale et de complexité, parce que finalement, c'est la complexité qui engendre la fraude fiscale. Et donc, si on veut vraiment maintenir un climat de confiance et non pas de défiance, il faut commencer par régler les problèmes de fond.
Mais cet empilement, c'est aussi un mal français, c'est ce que vous me disiez. Il faut s'inspirer parfois des législations européennes, notamment aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, si vous voulez, vous avez un audit fiscal qui se fait. Vous avez un vérificateur qui est là au moment de l'entreprise, au moment de la clôture des comptes. Et ça permet de fluidifier les relations et d'éviter les contrôles a posteriori. Et c'est ce système de contractualisation qu'il faut absolument mettre en place avec les entreprises. La parole est maintenant à Monsieur Jean-François Rapin pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le ministre d'État, l'insécurité grandissante à Mayotte fait croître une crise sociale d'une ampleur sans précédent. Les gouvernements Ayrault et Valls ont systématiquement été interpellés sans effet concret. En tant que président de l'Association nationale des élus du littoral et très attaché au territoire ultramarin, j'ai déjà alerté personnellement et directement le ministre Nicolas Hulot sur cette question par le volet environnemental. Aujourd'hui, malgré les appels au secours des élus mahorais et de la population, le gouvernement semble mettre ses pas dans ceux de ses prédécesseurs. Ce département français a des besoins vitaux comme l'accès à l'eau, l'accès à l'école, à l'électricité, à l'assainissement, au logement et surtout à la sécurité. Les réponses apportées par votre gouvernement ne sont pas à la hauteur des enjeux. Quelques policiers et gendarmes supplémentaires, un déploiement de la police de proximité, un état-major de lutte contre l'immigration clandestine. On nous annonce même une nouvelle conférence sur l'avenir de Mayotte, alors que les assises souhaitées par Emmanuel Macron sur l'outre-mer sont en voie de s'achever. Pour les Mahorais, vos réponses sont malheureusement techniques et technocratiques et surtout dilatoires, alors qu'ils attendent un soutien du gouvernement, c'est-à-dire un engagement politique fort. L'idée de créer une maternité extraterritoriale traduit la reconnaissance que l'immigration clandestine, insupportable à Mayotte, est à l'origine de la crise qui risque de dégénérer. Les habitants, pour reprendre leurs mots, ne veulent pas de sous-mesures. Ils veulent des actes et des solutions juridiques pour stopper l'immigration clandestine, l'explosion des naissances et le regroupement familial. Mayotte a toujours manifesté son attachement à la France. Elle attend autre chose qu'un discours de plus. Alors, Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour entendre les souffrances qu'endure la population de Mayotte et faire de vraies propositions? La parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérard Collomb. Monsieur le ministre d'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-François Rapin, comme vous le savez, j'ai toujours pensé que les problèmes d'immigration étaient des problèmes sérieux. Nous le voyons en Europe, nous le voyons aujourd'hui à Mayotte. Comme vous le savez, la crise que nous connaissons aujourd'hui est due à la différence de niveau de vie entre le département de Mayotte et les Comores, toutes proches, entre l'île d'Anjouan et effectivement Mayotte, juste 70 km. Or, la différence de niveau de vie est de 1 à 13. Nous assistons donc à une immigration massive, avec des difficultés pour les Mahorais, avec une insécurité grandissante. Et nous avons eu, ces derniers jours, une révolte de la population, à la fois les élus, mais en même temps l'intersyndicale. Alors oui, nous allons apporter des réponses concrètes à des problèmes qui sont extrêmement graves. J'ai commandé en début de l'année de nouveaux bateaux de manière à pouvoir lutter contre l'immigration à Mayotte. Ils seront livrés dans l'été. Et en attendant, nous avons demandé à ce qu'un patrouilleur de la Marine nationale puisse venir sur les lieux. Le dialogue est engagé avec les élus parce que c'est avec eux que nous voulons construire un nouvel avenir pour Mayotte dans la République française. Merci. La parole est maintenant à notre collègue
Michel Laugier pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Jeudi dernier, le président des États-Unis a annoncé de manière unilatérale la mise en œuvre de nouvelles barrières douanières. En imposant des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, Donald Trump lance une véritable guerre commerciale à l'encontre du reste du monde. Les réactions en Europe ou en Chine ont été immédiates et virulentes. En effet, nous ne pouvons accepter qu'un partenaire commercial lance un conflit international et de nouvelles mesures sans aucune concertation. L'Union européenne a d'ores et déjà annoncé une forme de réplique en voulant taxer en retour des produits américains comme le beurre de cacahuète ou les motos Harley-Davidson. Ces symboles peuvent certes marquer les esprits, mais ils ne sont pas à la hauteur des niveaux d'échanges commerciaux avec l'acier ou l'aluminium. Pensez-vous, Monsieur le Ministre, que l'Europe doit entrer dans une surenchère de produits taxés? Imaginez-vous vraiment que les dernières annonces soient réellement à la hauteur? Car 3 jours plus tard, les États-Unis annonçaient des exceptions possibles pour les produits venant du Canada ou du Mexique sous condition de nouvel accord commercial. Estimez-vous que la France et l'Union européenne tenteront d'entrer dans un processus identique d'exception? Comme à son habitude, le président des États-Unis agit par coup de boutoir. Nous ne pouvons l'accepter. Ce n'est pas digne de notre système commercial multilatéral. Nous ne serons forts qu'en étant unis au niveau européen. Il en va de notre développement économique et de l'apaisement des relations commerciales internationales. Merci pour... Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian. Je ne sais pas où il est. Passionné. Mais pas du tout, non, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, vous avez raison de le souligner, le système commercial international traverse une période critique, voire grave si les mesures annoncées par le président Trump, normalement avec prise d'effet le 23 mars prochain, si ces mesures étaient mises en œuvre, quelles que soient les indications d'exemption potentielles qui ont été annoncées. La France regrette profondément ces mesures qui sont des mesures unilatérales. D'abord, elles auront un impact négatif sur nos entreprises, que ce soit directement par le relèvement des droits de douane, que ce soit indirectement par le choc à la baisse du prix mondial de l'acier et de l'aluminium, mais au surplus, la raison invoquée, l'argument de sécurité nationale, invoqué par les autorités américaines pour justifier cette posture, cet argument ne nous paraît ni crédible ni étayé. Et cette mesure est d'autant plus regrettable qu'elle pourrait frapper les pays qui, eux, respectent les règles du commerce international et ne sont pas responsables des surcapacités dans le secteur de l'acier et de l'aluminium. Le président de la République s'est entretenu ce week-end avec le président Trump sur ce sujet. Il lui a fait part d'observations critiques que je viens d'évoquer. Et aujourd'hui, il faut une réponse européenne. Vous avez raison de le souligner. Il y a maintenant un nouveau gouvernement allemand. Je vais rencontrer demain mon nouveau collègue, M. Maass, et ça fera partie des sujets majeurs à l'ordre du jour, parce que l'Allemagne aussi est directement concernée. Ce qu'il importe actuellement, c'est d'abord de dire aux États-Unis la manière dont nous percevons leur position, de leur expliquer que la meilleure manière de traiter la question des surcapacités, c'est plutôt au sein de l'Organisation mondiale du commerce que dans ce type d'action. Mais face à cela, la position et l'action de l'Union européenne doivent être à la fois fortes et unies. Ça va être l'enjeu des prochaines semaines pour avoir la capacité de riposte nécessaire. Cela fait maintenant 2 semaines qu'Édouard Philippe consulte et reçoit à Matignon les différents groupes parlementaires. Il termine aujourd'hui ses rendez-vous par les Républicains Christian Jacob et Bruno Retailleau avant de s'entretenir avec François de Rugy et Gérard Larcher, le président du Sénat, qui sera intransigeant sur le non-cumul des mandats dans le temps et la réduction du nombre de parlementaires. On voit tout de suite les points de désaccord avec Maud Guillaume.
Depuis 10 jours, les présidents des groupes parlementaires défilent dans le bureau du Premier ministre. Parmi les points de la réforme de la Constitution et des institutions, la restriction du cumul des mandats, 3 maximum consécutifs. L'exécutif veut aussi instaurer 10 à 25% de proportionnel aux élections législatives. Autre réforme envisagée, une réduction d'1 tiers du nombre de parlementaires. Sur ce dernier point, le gouvernement va trop loin pour les sénateurs communistes. On ne comprend pas les raisons de cette proposition qui pour nous est destructrice en fait de la proximité qu'exigent nos concitoyens à l'égard de leurs élus. Autre mesure polémique, la limitation du droit d'amendement des parlementaires. C'est une provocation, manifestement, que cette limitation potentielle des amendements en fonction de l'importance du groupe, en plus, c'est totalement contraire au principe même de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la République au sens large du terme. Le droit d'amendement est un droit individuel. Un parlementaire représente la nation. Il ne représente pas automatiquement son groupe. Du côté du groupe centriste, les sénateurs se veulent vigilants, mais confiants. Il faut que les parlementaires soient en mesure de pouvoir amender, travailler, contrôler le gouvernement. Et donc j'ai fait part de nos préoccupations concernant notamment le droit d'amendement, mais je crois qu'il y a des pistes de travail et je suis confiant sur le résultat de ces discussions. En cas de blocage au Sénat, l'exécutif brandit l'arme du référendum. Les négociations vont se poursuivre avant la présentation d'un texte à la mi-avril en Conseil des ministres. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Roger Carucci, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Éric Kerrouche, bonjour, sénateur socialiste des Landes. Claude Maruluré est également avec nous. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Les Indépendants République et Territoire ici au Sénat, sénateur de l'Allier. Merci à vous. Et Pierre Persson, bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Paris. Vous êtes en charge des élections et des territoires au sein de votre parti. On va bientôt connaître le dénouement, la copie du gouvernement. Première question pour vous, qu'attendez-vous de cette réforme des institutions, Roger Carucci? Ah ben moi j'attends rien. Donc de ce côté-là je suis assez serein. Je ne sais pas trop bien ce que veut le gouvernement. Si c'était renforcer le pouvoir du Parlement, mieux travailler, mieux organiser les débats, équilibrer la démocratie, bon voilà, et si ça passait par une réduction du nombre de parlementaires, très bien. Le problème, c'est que ce début plutôt prometteur a été vite gâché. On a dit, ah ben non, mais il faut rajouter d'autres choses. On a voulu rajouter la collectivité corse dans la Constitution, très bien. Et puis maintenant, on nous dit qu'ils veulent réduire le pouvoir d'amendement, en tout cas le droit individuel d'amendement. Je ne sais pas où ils veulent aller. Je ne sais pas où le gouvernement et le président de la République veulent aller. Alors, est-ce qu'ils veulent aller au Congrès? S'ils annoncent la réduction du pouvoir d'amendement des parlementaires, il n'y a aucune chance au Congrès. S'ils rajoutent des éléments qui n'ont rien à voir avec la réduction du nombre de parlementaires, il n'y a non plus aucune chance au référendum. Alors je ne comprends pas bien, ou bien c'est aller dans le mur en klaxonnant, ou bien ils vont ouvrir les négociations à un moment quand même. Ouais. Pierre Persson, c'est vrai qu'on a l'impression au fil des discussions qu'on va avoir une sorte de réforme fourre-tout. Non, je ne crois pas. Il y aura plusieurs blocs. Ce que nous voulons déjà, tout d'abord, c'est de respecter les engagements présidentiels. Et vous les avez cités, il y en avait 3, ils sont fondamentaux. Ce qu'on veut, c'est ni une 4e République, ni un retour à la 4e, ni une 6e République. C'est un renforcement aujourd'hui de la 5e, parce qu'elle a perdu aussi de son efficacité, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en 1950, et qu'il faut améliorer son fonctionnement, parce que c'est aussi l'enjeu de l'efficacité du pouvoir parlementaire, aussi de l'efficacité du rôle de l'opposition et de reconceptualiser aussi le rôle du Parlement dans son rôle de contrôle. Non, mais pas simplement, vous savez. Oui, mais quand le droit d'amendement, qui est un droit individuel, vous l'avez dit, est utilisé de manière abusive et qu'il constitue en fait un moyen, non pas pour légiférer, pour simplement ralentir les débats, vous pouvez en convenir que les débats allongent. Même François de Rugy n'est pas favorable à cette limitation du droit d'amendement. Il y a deux choses. Il y a limiter le droit d'amendement à ce qu'il corresponde au texte, qu'il ne soit pas là pour rallonger les débats. Je pense que tout le monde connaît aussi certains amendements, parfois qui sont sortis du chapeau, qui n'ont rien à voir avec les textes, qui sont simplement là pour rallonger les procédures. Et puis, il y a une autre disposition qui, en effet, fait plus débat, qui consiste à dire, en fonction de la taille du groupe, de la taille du texte, voilà. Donc ça, on en discutera, voilà. Mais sur la question même du droit d'amendement, il faut bien comprendre que le droit d'amendement, il doit servir à l'intérêt général, à l'amélioration de la loi, et non pas à faire rallonger les débats.
Claude Malhuret, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron considère le Parlement comme un mal nécessaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses ? Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron par rapport au Parlement. Il a été ministre, il n'a pas été parlementaire, mais il a été ministre et donc souvent devant le Parlement. Et je pense qu'il ne peut pas considérer en démocratie que le Parlement soit un mal nécessaire, ou en tout cas plus nécessaire qu'un mal. Mais je crois que dans cette réforme, il faut distinguer 3 choses. Après tout, comme vous le dites, c'était un thème de campagne, il s'y est engagé, donc voilà, qu'il fasse sa réforme. Dans cette réforme, il y a des bonnes choses. Sur lequel tout le monde est d'accord, on va voter ça sans problème. Le CSM, le Conseil constitutionnel, etc., tout le monde est d'accord. Bon, la Cour de justice de la République, ce sont des réformes qui traînent depuis longtemps, effectivement. Il y a zéro problème. Et puis, il y a des choses qui sont, à mon avis, inutiles, ou qui ne sont pas très bien présentées, ou qui ne sont pas très claires, comme disait Roger Karoutchi. La réforme du Conseil économique et social, on ne voit pas bien où il va et tout. Bon, ce n'est pas un sujet de friction. Et puis, il y a les 3 ou 4 sujets qui posent problème. Le droit d'amendement, c'est simple, hein, on a bien vu. Ça sera abandonné. Enfin, je ne suis pas prophète. Mais enfin, ils ne vont pas tenir sur ce truc-là. Peut-être même c'était là pour pouvoir négocier ça contre autre chose. C'est pas sérieux. Et puis, des choses qui ne sont pas ouvertement dangereuses, mais sur lesquelles il faut des garanties. La baisse du nombre de députés et de sénateurs. Moi, je suis d'un département rural. Il y a une limite. La limite, c'est un député et un sénateur au moins par département. Là-dessus, je pense que le gouvernement devrait... On en a parlé tous avec Édouard Philippe. Je pense que le gouvernement devrait comprendre. Et alors, ce qui m'étonne le plus, c'est que le sujet qui me paraissait définitif le moins... Enfin, pas le moins, mais pas très, très important, c'est-à-dire les 3 mandats successifs. On a vu que ça concernait pratiquement personne à la fin, que ce soit devenu un petit peu le scrogneux, on est de part et d'autre du jeu. J'espère que là-dessus, on va pouvoir arriver à trouver un accord, parce que c'est quand même pas le sujet principal. Ça concerne 12 sénateurs aujourd'hui, 15 députés. Mais beaucoup de maires. Beaucoup de maires. Députés. Ah oui, bien sûr. Voilà, on est à 3500, il va falloir sans doute. Mais au total, pour moi, il n'y a pas de sujet sur lesquels on peut pas se mettre d'accord. Maintenant, comme le disait Roger Karoutchi tout à l'heure, est-ce qu'il y a une volonté d'aller à l'affrontement, d'aller au référendum et tout ? Moi, j'espère que non. Je pense aujourd'hui que non, mais j'en suis pas sûr. On va bien voir dans les discussions. Et Éric Kerrouche, je vous repose la question posée à Roger Karoutchi, puisque c'est bientôt l'heure de vérité. Vous, qu'est-ce que vous en attendez de cette révision constitutionnelle et de cette réforme des institutions ? Ah, mais moi, rien du tout non plus. À vrai dire, personne n'était demandeur d'une révision, enfin pas sous cette forme-là. On a l'impression d'avoir une espèce de pochette surprise dans laquelle on a fourré plein de petites mesures et à la fin on nous la donne et puis débrouillez-vous avec. Le problème, c'est vraiment celui de la finalité. Et là, je vous rejoins, on ne perçoit pas quelle est la volonté finale du gouvernement en la matière, ni du président de la République, à part le fait que manifestement, on a affaire à quelqu'un qui a du mal à supporter la contradiction, les corps intermédiaires, et que bien entendu, si on peut éviter les difficultés, on le fait. Mais on a quand même du mal à comprendre qu'un président qui a une majorité de 310 députés LRM, plus 47 MoDem, je crois, quelque chose comme ça, plus 50 constructifs, donc on se balade à 400 députés sur 577, on a du mal à comprendre que le président de la République qui est en train de nous dire que j'ai du mal à faire passer mes réformes avec tous les moyens dont il dispose et à la majorité. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est pas le sujet. Je pense qu'on peut tous, en tant que parlementaires, députés et sénateurs, tomber sur un point, d'accord sur un point. C'est qu'aujourd'hui, l'élaboration de la loi, la revalorisation du rôle du Parlement, qui, en tant que parlementaire, moi je soutiens ce sens de l'action. Eh bien, il y a quand même des mesures qui sont nécessaires pour améliorer à la fois le rôle de contrôle, d'évaluation de la loi. Je veux dire, on passe un temps fou dans l'hémicycle aujourd'hui à débattre, à échanger sur la loi, mais jamais la loi n'est contrôlée dans son application, jamais elle n'est évaluée. Non mais regardons pas la réforme qui est proposée qui va changer grand-chose. La réforme ne change rien. À adopter un projet de loi de finances, autant au début elle est discutée, puis après adoptée. Il y a une semaine qui est consacrée au projet de loi règlement pour l'évaluer. Est-ce qu'il faut rendre malgré tout le Parlement plus efficace, Roger Karoutchi? C'est aussi la question qui est avancée. Ce que je dis, c'est revalorisons la démocratie en donnant plus de moyens, à la fois notamment à l'opposition. Ça, c'est des mots. Roger Karoutchi, est-ce qu'il faut un Parlement plus efficace? La réforme de 2008 avait été centrée, elle plaisait ou elle plaisait pas, uniquement sur le travail parlementaire, avec par exemple le fait que c'était le texte fait par la Commission qui arrivait dans l'hémicycle, les droits des groupes d'opposition, etc. Que on dise 10 ans après, tiens, on tire les conclusions et on essaye
d'améliorer, d'avancer sur l'amélioration du travail parlementaire. Moi, je suis à fond pour. J'ai toujours dit qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été bouclées complètement en 2008. Le problème, c'est que, moi j'en ai parlé aux responsables de l'exécutif, c'est pas l'objet en réalité de la réforme. La réforme, elle a ça peut-être en contrepoint, mais il y a la réduction parce que c'est plus populaire, mais il y a les 3 mandats, mais il y a la volonté d'intégrer autre chose. C'est-à-dire qu'en réalité, on est parti de l'idée un meilleur travail parlementaire, mais on veut mettre autre chose pour être plus populaire, et au bout du bout, il n'y a pas de cohérence du texte. Et à partir du moment où vous n'avez pas de cohérence du texte, c'est pas, c'est pas l'objectif d'une amélioration du travail parlementaire qui est l'élément essentiel. Parce que sur le travail parlementaire lui-même, le simple fait de dire réduction de la capacité, je pense bien, Claude Malhuret a raison que ce sera retiré, du droit d'amendement individuel, c'est la négation, enfin. C'est la négation du travail parlementaire. Claude Malhuret, est-ce que c'est une erreur de la part de l'exécutif de vouloir jouer en quelque sorte l'opinion contre les parlementaires, notamment le Sénat ? Pour le moment, c'est plus une menace qu'une réalité. Je pense que si ça doit se terminer comme ça, c'est sans doute une erreur. Et c'est surtout un risque. Parce que jouer l'opinion contre le Sénat, par exemple, ça veut dire aller à l'affrontement et aller au référendum. Et on sait tous le risque de ne pas répondre à la question posée. Donc je pense que le gouvernement n'ira pas sur ce terrain. Mais pour revenir à ce qu'on disait il y a un instant, c'est à nouveau, on a l'impression d'une hésitation. D'un côté, cette loi, cette réforme, contrairement à celle de 2008, qui augmentait vraiment les pouvoirs du Parlement. Il faudrait s'interroger sur est-ce que le Parlement s'en est servi. Parce qu'à mon avis, cette augmentation du pouvoir de contrôle, il ne s'en est pas servi. Et c'est notre faute. Mais là, vous avez d'un côté, comme vous le disiez, des bonnes choses sur le renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement. Puis de l'autre côté, quand même, une réforme qui, si on pèse le pour et le contre, augmente plus les prérogatives de l'exécutif que c'est. Alors, dans une 5e République où l'exécutif a déjà un pouvoir, non pas exorbitant, mais un pouvoir fort, voilà, moi je le vois sans grand enthousiasme, c'est sûr, sur ce plan-là. Ouais. Pierre Persson, est-ce que le gouvernement pourrait avoir recours à une loi organique pour la question du non-cumul dans le temps, ce qui ferait qu'il n'y aurait pas besoin de mettre cette disposition dans une révision constitutionnelle? Ça serait un moyen de contourner le Sénat? Je ne sais pas, et puis d'ailleurs je ne souhaite pas spéculer sur quel type de véhicule nous utiliserons et quel type de véhicule utilisera l'exécutif. Moi ce que je souhaite c'est discuter du sens des mesures et de revenir à l'engagement. L'engagement, c'est pourquoi nous réduisons le nombre de mandats et nous bloquons à 3 dans le temps. Mais c'est parce que c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen aussi pour rajeunir la vie politique française. Et je ne suis pas d'accord avec vous. Quand je me suis occupé des investitures pour mon parti, pendant la campagne présidentielle, le nombre de députés sortants qui avaient plus de 3 mandats, et c'est la règle sur laquelle nous sommes tenus, était plus d'une centaine. Et donc, ce n'est pas vrai. Il y a des députés qui sont parfois la même règle pour les maires? Pourquoi faites-vous la même règle? Il y aura une exception pour les maires des communes de moins de 3500 habitants. Il faut que dissocier deux choses. Un, de l'engagement en effet bénévole et politique que représente par exemple une petite mairie, que de l'engagement quasiment professionnel qui est un élu qui doit gérer une ville de plus de 3500 habitants. Voilà, bien sûr que oui. 000 habitants la mairie. Mais ça, c'est vu de Paris. Il faut pas. Pour autant, Éric Kerrouche, les socialistes ne sont pas opposés à cette limitation du non-cumul dans le temps. Non, moi je ne suis pas opposé à la limitation du cumul dans le temps. Ça peut éventuellement avoir des effets parce qu'effectivement, je crois qu'en ce qui concerne les parlementaires, c'est à la marge. Mais la question, c'est, je vous le disais, c'est la composition de la salade, du sel, du poivre. On mélange tous les ingrédients et au final, on n'a pas de sens à la réforme à part des effets d'annonce dans lesquels s'est spécialisé le gouvernement. Si je veux juste rajouter un point sur ce que dit notre collègue député. Je pense que, d'abord, la collectivité corse, c'est forcément dans la Constitution. Donc, c'est forcément une révision constitutionnelle, vous ne pouvez pas faire une loi organique. Deuxième élément, je pense que le Conseil constitutionnel n'acceptera pas le 3 mandats dans une loi organique. Je suis assez d'accord. Il demandera que ce soit une révision constitutionnelle. Je suis assez d'accord. Donc, ça veut dire que la révision est obligatoire si vous voulez aller au terme et que vous y mettez la Corse, on ne sait pas très bien ce qu'elle vient faire dans l'équilibre exécutif législatif, vous y mettez le pouvoir parlementaire et est-ce qu'on y met le pouvoir d'amendement? Enfin, je crains franchement, je l'ai dit moi au gouvernement tranquillement, si vous allez au référendum, vous prenez un risque énorme. Énorme.
Donc, aller au Congrès... Est-ce que vous dites chiche? C'est ce que dit votre collègue Damien Abad. Mais moi, je ne dis pas chiche parce que, après tout, c'est toujours idiot de jouer sur un échec. Je préférerais que le gouvernement comprenne les réalités du Parlement, des élus locaux et accepte une voie de passage qui permet d'aller au Congrès et de voter, plutôt que d'aller à l'affrontement au référendum, où, à mon avis, le gouvernement échouera. Et je vous le dis, et c'est la vérité pour les précédents, quiconque échoue sur un référendum voit son quinquennat terminé. Claude Malhuret, ensuite je donnerai la parole. Pardon. Oui, moi je suis assez d'accord avec Roger Karoutchi sur ce plan, justement parce que c'est ce que vous disiez à l'instant. C'est un inventaire à la Prévert, c'est un peu un fourre-tout. C'est Nicolas Sarkozy, il y a une semaine, lorsqu'il est venu au Sénat, qui a expliqué ça très bien. En disant, si vous allez au référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel comme De Gaulle, si vous allez sur le quinquennat, comme Chirac, là vous avez une question nette et précise, et les Français sont d'ailleurs ont montré qu'ils étaient pour, et ils l'ont voté. Mais si vous y allez sur un ensemble de choses comme ça, alors là, ils ne répondent plus à la question, et comme d'habitude, dans un référendum, le pouvoir est toujours mis en question au bout d'un certain temps, et donc le danger, moi je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, Sarkozy l'a très bien expliqué. D'où le fait, moi je suis pour que cette réforme aboutisse, mais qu'elle aboutisse avec bien entendu des bonnes mesures. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut absolument que ce soit au Congrès et que le Sénat et l'Assemblée nationale soient écoutés. J'espère que c'est... Alors qu'on vient de voir, Gérard Larcher qui est arrivé à Matignon, il est reçu, c'est le dernier finalement, à être reçu par Édouard Philippe Pierre Persson, puisqu'on parle de Nicolas Sarkozy. Lorsqu'il était au Sénat, il a dit, eh bien moi quand j'étais chef de l'État, on me qualifiait d'omni-président, il faut croire que j'ai fait école. Est-ce qu'il y a un risque d'hyper-présidentialisation du régime avec cette réforme, Pierre Persson? Le rôle de la Ve République, ça a été le choix de Debré, c'est du présidentialisme. Alors, en effet, si vous devriez relire un petit peu. Non, c'est le présidentialisme. Non, c'est pas vrai. C'est pas. Allez-y, continuez, Pierre Persson. On donne la parole à Éric Kerrouche. C'est le pouvoir fort du président. C'est un pouvoir exécutif fort. Aujourd'hui, on peut en effet pas le nier. L'ordre du jour est déterminé principalement par l'exécutif. Donc, non, moitié-moitié maintenant. Il y a toujours une personnalisation du pouvoir très forte sous la Ve République. Et ça, c'est normal avec depuis l'élection du président du suffrage universel. Après, c'est une pratique. Le problème, c'est une pratique qui relègue le Parlement dans un rôle second, Roger Karoutchi. C'est pas un problème en soi. Il a des qualités, bon, je ne vais pas les nier. Mais en même temps, comme il n'a jamais été lui-même parlementaire, il y en a eu d'autres, Pompidou par exemple. Mais il n'a pas cette espèce d'empathie avec le Parlement. Alors voilà, résultat des courses, il doit croire qu'il est celui qui, à partir de l'Élysée, avec ses équipes, fait les réformes, et qu'à la limite, le Parlement, les corps intermédiaires sont des freins. Mais on peut être des compléments et des équilibres, pas des freins. Il n'y a pas d'empathie à avoir avec le Parlement. L'objectif du Parlement, l'objectif de nos institutions, c'est d'être efficace. L'objectif, c'est d'être efficace. C'est pour qu'aujourd'hui, on ne mette pas 2 ans pour qu'une mesure qui est votée, appliquée, entre en vigueur. Il faut donc qu'on soit plus efficace. Le temps de la loi n'est pas plus long en France qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'engendre la Ve République, notamment vis-à-vis de l'opposition? Elle engendre qu'une forme de radicalisation. On est obligatoirement obligé, en tant qu'opposition, bien sûr, d'exister sous forme de posture. Si on donnait un peu plus de pouvoir à l'opposition en termes de contrôle, en termes d'évaluation... Mais non, mais écoutez, si vous utilisez l'amendement comme étant un moyen de rallonger les débats. Moi, je pense qu'il faut redonner du sens au débat parlementaire en termes d'évaluation, mais bien sûr que si. On se souvient que Claude Barcelone avait lancé le temps de parler, ça n'a pas marché. L'amendement qui n'ont rien à voir avec la loi ne dit pas le contraire. Il suffit simplement de regarder les liasses d'amendements. Les Français sont pas dupes. Mais les Français ne voient pas les amendements. On appelle le temps compté. Mais bien sûr, ça restreint les capacités. Justement, sur ce temps programmé, il faudrait s'en ressaisir, tenter de nouvelles expérimentations. Moi, je ne crois pas là-dessus. Je pense que le temps programmé qui est prévu à l'Assemblée nationale, qui ne s'applique pas au Sénat, parce qu'au Sénat, il n'y a pas de tradition de blocage. Mais c'est pas là-dessus. En revanche, ce qui est prévu par la réforme de 2008 et qui est peu appliqué et qui va l'être davantage, c'est par exemple le fait que certains textes de loi restent en commission, soient votés par ce qu'on appelle les petits hémicycles. Ça allègera le débat. Mais c'est pas de réduire la capacité d'un parlementaire d'amender. Claude Malhuret, ensuite Éric Kerrouche. Kerrouche. D'autant plus que moi j'ai été député il y a un certain nombre d'années, et donc je peux comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. J'ai pas du tout l'impression...
quand vous comparez à des obstructions aux États-Unis, au Congrès des États-Unis, etc., ou en Angleterre, je n'ai pas l'impression aujourd'hui qu'il y ait une augmentation, un jeu d'obstruction de la part de l'opposition. Même si ça peut paraître très obstructif pour un nouveau député, mais je peux vous dire que dans le temps, je ne le vois pas. Mais je reprends ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez les lois qui sont pas exécutées au bout de 2 ans, etc. J'aurais bien vu dans cette réforme quelque chose qui me paraîtrait plus utile que la restriction du droit d'amendement, c'est l'obligation pour l'exécutif de publier les décrets, les arrêtés, etc., dans un délai, par exemple, de 6 mois, qui ferait que là, on ne serait pas avec des lois qui, au bout de 2 ans, ne sont pas appliquées. Peut-être d'ailleurs qu'on le proposera dans le débat parlementaire, mais pour moi, ça aurait été plus efficace. Éric Kerrouche, je vais vous citer François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui dit que cette réforme vise à répondre à l'exaspération des Français qui s'est exprimée pendant la présidentielle. Il faut un Parlement plus efficace, dit-il, car ce sont les dysfonctionnements de la démocratie qui font le lit des populismes. Oui, enfin bon, vous savez, les jugements politiques de François de Rugy... Mais il y a une attente forte aussi, peut-être, de la part des Français sur une réforme du Parlement. On va regarder les choses en face. Vous dites aux Français sur certaines mesures, la réduction du nombre de parlementaires, etc. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a une grande majorité. Ceci étant, maintenant, quand vous regardez de façon beaucoup plus large la préoccupation des Français, elle est tout sauf institutionnelle. La préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat, le chômage principalement. Ce n'est pas du tout les institutions. Les institutions, c'est périphérique. Alors, on peut vouloir faire des choses pour faire des effets d'annonce. Vous faites ça très très bien. Mais ce n'est pas la perspective. La perspective, là, la loi, on ne met pas plus de temps en France à faire la loi que dans les autres démocraties occidentales. Ce n'est pas vrai. Maintenant, si on avait voulu effectivement aller dans le sens d'un renforcement, j'allais dire, de la fluidité législative, on s'y serait pris complètement différemment. Ce n'est pas la volonté de ce texte d'améliorer la loi. La volonté de ce texte, c'est de minorer la place du Parlement. Point. Il y a aussi un risque peut-être pour les parlementaires d'apparaître comme ceux qui n'arrivent pas à se réformer eux-mêmes, Roger Karoutchi, aux yeux des Français. Mais attendez, qui se lève le matin dans ce beau pays de France en se disant chic, on a réduit le pouvoir d'amendement des parlementaires? Franchement, personne. Peut-être pas leur pouvoir d'amendement, mais leur nombre. Les gens se lèvent en disant j'espère payer moins d'impôts, j'espère trouver un logement, j'espère trouver un emploi, mais ils ne se lèvent pas là-dessus. En revanche, c'est la responsabilité de l'exécutif et du Parlement de faire que la loi soit bien faite, qu'elle soit faite dans des délais raisonnables et qu'elle soit facilement appliquée. Ça, c'est notre responsabilité. Mais là, ça nécessite un dialogue ouvert avec le gouvernement, pas des oukases. Moi, je suis prêt à beaucoup de réformes, je suis prêt à voter bien des choses. J'ai conduit la réforme de 2008 au Parlement. Franchement, je suis prêt à faire beaucoup plus, mais il ne faut pas que ça devienne une espèce d'auberge espagnole où, en réalité, sous couvert de travail parlementaire, on vous fait avaler tout le reste. Ça n'a pas de sens. Rapidement, pour conclure, Claude Malhuret. La conclusion, elle sera donnée d'ici quelques mois, quand on saura si on va au Congrès ou si on va au référendum. Encore une fois, moi, je pense que il faut travailler de façon apaisée. On n'est plus comme il y a 30 ou 40 ans dans des oppositions brutales. Il faut travailler de façon apaisée. Il me semble qu'on peut arriver, d'ailleurs c'est manifestement la position de Gérard Larcher, du président du Sénat, qu'on peut arriver à une révision constitutionnelle qui soit négociée, qui soit sous forme de congrès. Et j'espère que c'est... Eh bien, on aura la réponse d'ici peu, puisque, je vous le rappelle, Gérard Larcher est en ce moment même dans le bureau d'Édouard Philippe. On en vient à présent au projet de réforme de la SNCF. Le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire a été présenté ce matin en Conseil des ministres. C'est un premier pas vers un bouleversement profond de la SNCF et plus largement du rail français. Il pourrait également paralyser le pays. Demain, les syndicats se réuniront pour trancher sur l'appel à la grève. Samia Dechir. Les grandes lignes de la réforme étaient déjà connues. Elles ont été confirmées ce matin au Conseil des ministres avec la présentation du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Il prévoit l'ouverture à la concurrence. Pour les lignes à grande vitesse, c'est le modèle du libre accès au réseau qui a été retenu. La SNCF continuera à proposer ses offres TGV et des nouvelles entreprises viendront proposer des offres supplémentaires. C'est donc plus de TGV pour les voyageurs. Pour les lignes TER, en revanche, une entreprise ferroviaire pourra remporter l'exploitation totale d'une ligne sur appel d'offres des régions. L'autre grand volet de la réforme, celui qui fâche, c'est la question du statut des cheminots. Un statut que le gouvernement ne souhaite pas maintenir dans le recrutement des nouveaux agents. Les cheminots que je rencontre me disent le statut, c'est la contrepartie
des contraintes particulières liées à nos métiers. On est en train d'ouvrir le secteur à la concurrence. Ça veut dire que demain, il y aura d'autres entreprises ferroviaires avec des salariés faisant les mêmes métiers. Ces contraintes, il est clair qu'elles doivent être portées au niveau de la branche, de la convention collective, dans un souci d'équité. Le texte aborde également le futur statut de l'entreprise qui pourrait devenir une société nationale à capitaux publics. Pour tous ces changements, le texte autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance. L'exécutif promet de poursuivre la concertation avec les syndicats. Pas de quoi rassurer l'intersyndicale pour l'instant. Elle décidera demain d'un éventuel mouvement de grève reconductible. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Keller. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR du Bas-Rhin. Face à vous, Ronan Dantec. Bonjour. Vous êtes sénateur rattaché au groupe RDSE, sénateur de la Loire-Atlantique. Merci d'être avec nous. Et sénateur écologiste. Frédéric Marchand, bonjour. Vous êtes sénateur La République En Marche du Nord. Et Olivier Jacquin, bonjour. Merci d'être avec nous. Sénateur socialiste de la Meurthe-et-Moselle. Fabienne Keller, on a entendu ce matin Elisabeth Borne estimer que le gouvernement veut modifier la SNCF sans toucher à son caractère public. Est-ce que ça vous paraît deux objectifs conciliables? Oui, ce sont deux objectifs conciliables qu'il est important de respecter, donc nous serons vigilants. Il est clair que la SNCF a besoin de se réformer. Il faut qu'elle soit prête à assurer un service de qualité. Les voyageurs n'en peuvent plus. Par contre, sur certains aspects, nous ne pouvons pas être d'accord. Je pense par exemple aux petites lignes qui font l'objet de beaucoup de réactions des élus locaux. C'est d'abord un drôle de concept. Enfin, il y aurait des lignes qui ne seraient pas aussi honorables que les autres. Et puis surtout, le train, c'est l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet d'organiser les lieux de travail, les lieux de scolarité, les déplacements de nos concitoyens. Donc c'est important de considérer que la SNCF a bien une mission publique de desserte des territoires. Oui, peut-être avant de continuer sur ce point, un mot sur le recours aux ordonnances, peut-être avec vous, Ronan Dantec, puisqu'on voit que le gouvernement veut aller vite. Là aussi, est-ce que c'est la bonne méthode? Non, évidemment que non. Je crois qu'aujourd'hui, on avait le temps ou l'opportunité d'un vrai débat sur ce que vient de dire Fabienne Keller. Parce que on va tous dire qu'il faut préserver les petites lignes, c'est un enjeu d'aménagement du territoire. Je l'ai dit ici même lors de la dernière émission. Mais je pense qu'on avait justement l'opportunité d'un débat parlementaire un peu approfondi sur c'est quoi une petite ligne, c'est quoi la solidarité nationale qui permet de financer ces lignes. Pour ça, il faut du temps parlementaire, du temps de travail, il faut des rapporteurs. Eh bien, on ne l'aura pas. Et je crois que ça va être une vraie frustration. En plus, on va évidemment avoir un débat extrêmement crispé puisque on dit la SNCF va rester une grande entreprise publique, même si elle change de statut, mais il n'y aura plus le statut de cheminot qui va avec l'entreprise publique. Donc on est bien dans quelque chose qui ne va pas être très très clair. Donc moi je pense que le passage par les ordonnances n'est pas évidemment pas la bonne solution et qu'on va se priver d'un temps de débat nécessaire parce qu'on ne va pas être dogmatique. Est-ce que toutes les petites lignes fonctionnent? Il y aura peut-être de la concertation. On va poser la question à Frédéric Marchand, ce qu'a dit la ministre. S'il y a une avancée dans la concertation, eh bien, on pourra, sur certaines dispositions, ouvrir la voie à un débat parlementaire par voie d'amendement. Le scénario tel qu'imaginé avec le recours aux ordonnances, moi, ne me choque pas. Et d'ailleurs, le contraire vous surprendrait. Et quand j'entends dire qu'on va confisquer le débat parlementaire, pardon de dire qu'aujourd'hui, le débat parlementaire aura lieu. Et la particularité du débat, c'est qu'en plus, il va être enrichi par le processus de concertation qui a démarré, avec un engagement du gouvernement qui est de dire, effectivement, on a aujourd'hui un cadre général qui est tracé. Et au fur et à mesure des discussions, des concertations, on enrichira le projet de loi par le biais d'amendements qui pourront être déposés. Je pense qu'on n'a plus le temps d'attendre aujourd'hui. On n'a plus le temps. On a une ouverture à la concurrence qui va démarrer dans les faits en 2019 pour les lignes commerciales. Donc il est vraiment temps d'agir et je pense que le temps qui va être aujourd'hui proposé au Parlement, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale et du Sénat, permettra d'ailleurs, et je pense qu'il faut aussi sortir de certains clichés. C'est vrai que les petites lignes sont une question, mais les petites lignes, on pourra aussi en reparler dans le cadre du grand débat de la loi d'orientation sur les mobilités. Puisqu'on a derrière cette loi, sur ce nouveau pacte ferroviaire, cette autre opportunité que de reparler de transport. Alors, avant de vous donner la parole, Olivier Jacquin, puisque Jean-Cyril Spinetta a été auditionné ce matin ici au Sénat, et il a précisé le calendrier. On l'écoute. Sur les rames autonomes et les solutions techniques non envisageables, c'est un sujet, monsieur le sénateur, que je n'ai pas regardé.
Je disposais d'un temps. Au début, j'aurais 1 an, puis 6 mois, puis finalement, ça a été 3 mois. Donc, j'ai malheureusement pas pu examiner tous les sujets. Je le regrette. Il y en a un certain nombre qui sont restés sans avoir été réellement examinés. Alors, Olivier Jacquin, on réécoutera peut-être tout à l'heure Jean-Cyril Spinetta sur le calendrier. Vous inquiétez justement de cette fermeture des petites lignes. Vous avez co-signé une tribune dans le journal Le Monde sur ce point. Oui, tout à fait. En plus de traiter la question par ordonnance, avec les défauts que mon voisin vient d'évoquer, on jette le débat aux régions, sans dire avec quels moyens, quelles garanties de financement elles pourront traiter ces questions-là. De la même manière, on jette en pâture le statut du cheminot comme s'il était le problème de fond de la réforme, alors que l'endettement de la SNCF est la résultante de décennies d'injonctions paradoxales des gouvernements qui à la fois disaient plus d'économies à la SNCF, mais plus de TGV. Donc on a une situation effectivement qui pose une vraie question, même si la réforme de 2014 avait permis des avancées substantielles, je ne sais pas comment demain vont faire les régions. Alors cette tribune qu'un collectif assez vaste signe s'appelle « Réserver le ferroviaire aux seules grandes villes » ne ferait que créer de nouveaux territoires abandonnés de la République. On pose la question bien évidemment de l'aménagement du territoire, mais aussi du potentiel d'avenir du ferroviaire, eu égard à la question importante des transitions climatiques, notamment énergétiques, transition civilisationnelle. Cette question n'a pas été abordée par M. Spinetta, qui pose un rapport de pleine cohérence en termes économiques, financiers et comptables. Mais ces questions-là, il ne les pose pas bien. Il n'y a pas de petites lignes et de petits territoires. On est français ou on ne l'est pas. Ce n'est pas parce qu'on habite dans une agglomération qu'on peut prendre le train. C'est un peu court comme approche. Peut-être votre réponse, Fabienne Keller, notamment sur la dimension environnementale. C'est vrai que c'est important aussi de maintenir certaines lignes. Sinon, les gens vont devoir prendre leur voiture pour se déplacer, ce qui risque d'augmenter. Oui, nous avons un formidable réseau ferroviaire. On en a même 2, puisqu'on a le réseau ancien et le réseau TGV. Le pire serait de ne pas l'utiliser, de ne pas faire circuler de nombreux trains. On sait bien que c'est un mode de transport plus respectueux de l'environnement et qui permet d'organiser le lien entre les territoires. Mais il y a quand même une question qui sont les surcoûts d'exploitation aujourd'hui. Le changement de statut, c'est un principe de réalité. Il faut se mettre à des conditions économiques qui sont raisonnables, de manière à avoir un coût d'exploitation du transport en chemin de fer raisonnable, ce qui permettra de le développer. Sur les petites lignes, nous souhaitons tous les défendre, mais là aussi, il va falloir être réaliste, regarder les choses, maintenir un grand nombre de lignes qui nous semblent importantes pour le territoire ou parce qu'elles sont fréquentées, ou le seront dans une vision d'organisation des territoires que nous portons. Et puis d'autres devront peut-être être gérés différemment, notamment grâce aux nouveaux modes de transport. Donc c'est ce réalisme que moi je voudrais souligner. Je ne suis pas choquée par l'utilisation des ordonnances. Nous aurons un débat peut-être sur l'essentiel d'ailleurs, qui est la vision du gouvernement sur le ferroviaire. Je crois que c'est ça qui aujourd'hui manque un peu. Quelle volonté d'investir, de porter une volonté de desservir les territoires avec le train, et puis quelle volonté de maintenir quand même une bonne desserte par le TGV. Je voudrais insister sur le fait que le TGV aujourd'hui irrigue pas mal les territoires, et l'idée qui apparaît dans le rapport Spinetta de ne plus desservir, je pense que c'est dépouiller des territoires qui se sentent Ronan Dantec et ensuite Frédéric Marchand. Le problème, c'est qu'on a au moins 3 débats en même temps. Et que, donc, tout est lié, c'est en à la fois tout est lié, mais il faut vraiment qu'on tienne les différents débats. Il n'y a pas de négociation sur le statut des cheminots, il y a suppression. Ce qui veut pour dire les nouveaux que... entrants. Oui, les nouveaux entrants ont un nouveau statut, ce que la Deutsche Bahn, l'opérateur allemand, a fait il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Moi, je vois pas de nouveau statut pour l'instant. Je vois des nouveaux salariés de la SNCF qui seront au statut général. Et un statut qui va rester, qui du coup sera peu modifié. Moi, j'ai l'impression qu'on va vers ça. Ce qui n'est pas une bonne solution. Moi, je reste convaincu d'abord que notre pays en souffrance a besoin d'un service public fort. Et le statut des cheminots, c'est une forme de statut public. Et qu'effectivement, il y avait à négocier des évolutions de statut. Il faut qu'il évolue effectivement ce statut. On voit quand même que les métiers ont évolué. Pour tous. Notamment en matière de pénibilité. Comme la SNCF, où il y aura des statuts différents, ça ne marchera pas. Et c'est pas comme ça qu'on fera le plus d'économies. Donc je pense que le gouvernement contourne l'obstacle qui était la discussion sur l'évolution du statut
et avec des points du statut. Moi, je ne suis pas pour que rien ne bouge, mais que finalement, on va faire l'impasse sur cette discussion en passant par le fait que les nouveaux salariés ne seront pas au statut. C'est comme ça que c'est présenté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Spinetta, ce matin, a dit 2-3 trucs intéressants, et effectivement les habilitations, c'est pas comme une loi classique. On peut avoir des amendements, mais uniquement du coup sur les chapitres que le gouvernement a choisis. C'est ça l'habilitation. Donc il y a plein de pans de la discussion sur le ferroviaire qui ne seront pas dans la discussion parlementaire. Il ne faut pas dire que c'est la même chose. C'est ça la logique des ordonnances. Or, la question de ce financement des petites lignes et de l'aménagement du territoire est centrale. Si c'est pour filer aux régions le coût des petites lignes, puisque c'est un peu l'impression qu'on en a, il n'y a plus de solidarité nationale, il y a des régions riches. Ça va revenir aux régions, l'État se désengage finalement. Ça ne va pas du tout. Ouais. Non, l'État ne se désengage pas. Moi, je vois au contraire une belle opportunité pour les régions que de se saisir à plein de leur rôle d'autorité organisatrice. Arrêtons de tourner autour du pot. On sait que le problème essentiel aujourd'hui, s'agissant de l'utilisation des sillons ferroviaires, c'est la problématique des péages. Alors, imaginons demain la création d'un cercle vertueux qui fasse en sorte qu'effectivement, que sur telle ou telle ligne, ça a été abordé par Jean-Cyril Spinetta ce matin, c'est aujourd'hui abordé par d'autres, qu'en matière de péage, on puisse avoir une tarification qui soit davantage intelligente qu'elle ne l'est aujourd'hui et qui permettra, dans le cadre du cercle vertueux, d'arriver à une finalité qui fait que finalement tout le monde va faire des économies. Donc si je peux juste finir là-dessus, parce que c'est un point important. Dire que les péages seront adossés au chiffre d'affaires des lignes et plus effectivement à la ligne elle-même, est une vraie bonne évolution. Donc on n'est pas pour dire tout est mal. Donc ça, c'est quelque chose qui a été dit ce matin qui est intéressant, qui va dans le sens de la solidarité nationale, condition qu'on ait une grande entreprise réseau. Ça ne marche que dans ce cas-là. Donc ça, moi je suis pour. Parce que là, c'est justement pas les régions. Parce que la région Hauts-de-France n'a pas les mêmes moyens que d'autres régions. Olivier Jacquin, effectivement. Transférer la compétence, il faut la péréquation. Travailler sur les péages ou d'autres ressources, ça va dans le bon sens. Allez-y, Olivier Jacquin. Mais on est d'accord avec Ronan. Les régions, on les étrangle financièrement sur leur politique générale. Et là, on va leur repasser cette patate chaude et coûteuse, un problème politique extrêmement complexe. On craint effectivement une France à deux vitesses. Certaines régions qui pourront se payer le train, et puis d'autres qui vont se payer de la voiture. Avec toutes les conséquences qu'il y aura derrière. Et l'approche est assez déplaisante de ce principe-là. Il y a un principe dans le ferroviaire, Jean-Cyril Spinetta le dit très bien, et son rapport est intéressant de ce point de vue, c'est le principe de péréquation. Toutes les lignes ne sont pas rentables, et actuellement on a un système qui fait que le Paris-Lyon redonne à une petite ligne parallèle classée 7 à 9, ces fameuses lignes fragiles. Demain, plus on va morceler, plus on va rendre la péréquation difficile au sein d'une région, mais entre les régions françaises. Et cette question-là, elle est très très mal traitée. Vous avez vu, il y a une petite coquille, Monsieur Spinetta, qui est sympathique, on l'a vu parler et répondre à une question qui était intéressante. Un collègue lui demandait, est-ce que vous avez imaginé que demain, il pourrait y avoir des véhicules autonomes, c'est-à-dire des trains autonomes sur les lignes ferroviaire. Il était en train de répondre qu'il n'a pas eu le temps d'examiner cette possibilité, mais il a dit qu'il y avait là, effectivement, pour l'évolution à long terme du ferroviaire, certainement une possibilité extrêmement intéressante, notamment sur les petites lignes. Je travaille sur ces questions-là dans le cadre de la prospective. On a des potentialités qu'il ne faudrait pas ficher en l'air sous prétexte qu'on n'entretient plus les lignes, que l'offre baisse, et moins on entretient, plus l'offre qualitativement elle baisse, et moins il y a d'usagers sur les lignes. Partout en Europe, il y a eu des expériences de redynamisation du ferroviaire par une augmentation de l'offre, et là les usagers reviennent. Fabienne, oui, je voudrais... Les péages ont été baissés. Sur la question des petites lignes, je voudrais un peu clarifier le débat. Les régions sont déjà en charge du déficit d'exploitation de ces lignes. Mais l'État et la SNCF financent l'entretien de ces lignes. Or, ce qu'on a constaté sur la dernière décennie, c'est que des lignes ont vu leur vitesse maximale baisser. Des temps de transport qui ont, c'est incroyable, qui ont augmenté. Donc là, c'est un vrai sujet sur lequel il faudra obtenir un engagement, c'est-à-dire qu'il y ait un investissement important pour non seulement régénérer certaines lignes, mais rattraper le temps perdu et le fait que, alors là on est un peu technique, mais des lignes qui étaient classées 3 ou 4 sont devenues 7, 8, 9, c'est-à-dire de très mauvaise qualité technique, supportant très mal le poids des trains et donc avec des vitesses limitées importantes. C'est ainsi qu'on a pas mal de collègues qui, pour rentrer chez eux, prennent plus de temps désormais
qu'il y a une dizaine d'années. Ouais, Frédéric Marchand, on a aussi le sentiment finalement que le gouvernement a mis en avant ce statut de cheminot comme un statut privilégié, peut-être aussi pour l'opposer à l'opinion. Je ne suis pas sûr que le gouvernement ait mis en avant la question du statut des cheminots comme étant l'alpha et l'oméga de la réforme ferroviaire. Effectivement, je pense qu'il y a une exploitation derrière, mais c'est bien normal. Ou l'oméga, une question. Pas les deux. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le fait du gouvernement. La réforme du statut des cheminots... C'était perçu comme une provocation, justement, oui, mais bien évidemment, à l'intérieur de la SNCF. On sait que les syndicats vont se réunir demain pour savoir s'ils appellent à la grève. Je pense qu'à partir du moment où vous avez décidé de vous attaquer, entre guillemets, à un sujet aussi emblématique que celui du service public ferroviaire et qui est celui de la SNCF, pardon de le dire, mais la SNCF, c'est un peu le bijou de famille de tous les Français. Il faut aujourd'hui réconcilier les Français avec le service public ferroviaire et je pense qu'il faut aussi réconcilier les cheminots avec la SNCF. Et donc, effectivement, est-ce que c'est en on nous réformant parle le du statut des cheminots qu'on aura une meilleure regarde, qualité de service public? Non, ça n'est pas qu'en réformant le statut des cheminots qu'on aura une meilleure qualité de service public. C'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre et Elisabeth Borne ont demandé au président de la SNCF de présenter un nouveau projet d'entreprise pour faire en sorte qu'on puisse avoir une SNCF qui va devoir affronter, parce que l'élément clé dans tout ça, c'est l'ouverture à la concurrence. On peut se raconter ce qu'on veut, on y va à l'ouverture à la concurrence. Ne faisons pas ce qu'on a fait avec le fret, ne ratons pas le virage de la concurrence et donnons-nous tous les moyens de réussir cette concurrence. Roland Dantec. Oui, mais Frédéric, parce que nous, on est un peu plus loin du gouvernement. Donc, il y a bien dans les cartons du gouvernement le fait de garder de la solidarité nationale forte, de la péréquation financière sur les petites lignes. Bien évidemment. On est d'accord. Mais oui, parce que nous, on a regardé la loi dans l'habilitation, c'est pas marqué. Ça va faire partie des sujets. Ça va faire partie où alors? C'est où? Ça fera partie des sujets qui seront évoqués, qui vont être évoqués dans le cadre des concertations, sachant que non, mais c'est pas dans la loi, donc je veux bien qu'on concerte. C'est à Bercy, c'est en loi de finances. C'est ni à Bercy ni en loi de finances. Ça n'est pas un sujet. Ça n'est pas un sujet aujourd'hui qui est dans la loi, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même le sujet socle. C'est le sujet socle, mais ça n'est pas le seul sujet. Il y a effectivement les lignes dites conventionnées, qui sont entre guillemets ces fameuses petites lignes, et après les lignes commerciales. Donc c'est dans le projet de la SNCF. Non, mais c'est sur ce sujet qu'il nous faudra obtenir des engagements clairs du gouvernement. On ne peut pas accepter une réforme qui nécessite. Mais on les aura, je pense, sans engagement du gouvernement sur son volontarisme pour le développement du ferroviaire et le maintien de lignes sur lesquelles on ne pourra pas garder tout à nouveau, mais sur lesquelles on ne peut pas accepter l'idée de désarmer. Olivier Jacquin, je voudrais qu'on vous entende aussi sur le risque de blocage, puisque je le disais, il y aura une décision des syndicats demain sur un appel à la grève qui pourrait éventuellement durer et paralyser le pays. Oui, parce qu'il y a des questions extrêmement importantes qui restent à poser tant sur le statut des cheminots que sur le type de libéralisation qu'on veut apporter. Je tiens à signaler que l'Europe, le 4e paquet ferroviaire, n'impose pas à tout prix. Il donne des clauses dérogatoires aux possibilités de libéraliser. Libéraliser, c'est pas forcément améliorer. Il y a eu des échecs patents dans le monde. Il y a eu un échec patent en France, c'est la libéralisation du fret ferroviaire, et ça n'est pas une garantie. Il y a 1000 questions à poser sur le type de libéralisation partielle, totale, ce qu'on appelle l'accès libre ou bien des principes de franchise. Et le gouvernement a tranché. C'était pas dans le programme du président. Il n'y a pas eu de débat. Et je pense qu'on fera entendre d'autres voix, d'autres manières de faire. Je voudrais redonner une note optimiste, madame. On a un réseau ferroviaire qui propose les billets de train parmi les moins chers d'Europe, même si c'est trop cher au quotidien de prendre le TGV. C'est une réalité, c'est démontré dans les rapports. Et on a aussi un réseau de TGV qui est performant, qui est reconnu comme tel. Il ne faut pas tout casser. Alors effectivement, il y a certains RER le matin, c'est pas rigolo du tout d'être dedans. Il y a des problèmes de régularité, etc. Nous sommes, je crois, tous pour une amélioration du service public ferroviaire, mais pas une casse telle que on peut l'imaginer. Il faut arrêter avec ces slogans. Frédéric Marchand, ça va être une casse du secteur ferroviaire. Arrêtons un peu avec ces slogans et essayons un peu de dépasser nos positions et nos positionnements idéologiques. Je le disais tout à l'heure, le service public ferroviaire, il mérite mieux que ce qu'on peut entendre de la part de certains aujourd'hui. C'est une question d'aménagement du territoire, on l'a dit, ça on partage. Mais arrêtons effectivement de nous lancer à la figure la casse du service public. Ça n'est pas vrai, la SNCF va devenir une société anonyme à capitaux publics. Le côté public privé après. Mais non, c'est pas privé, on privatise rien. Moi, je voudrais vraiment témoigner, comme mes collègues, j'apprécie beaucoup le service ferroviaire, je prends beaucoup le train, j'écoute beaucoup les usagers. On a de formidables compétences à la SNCF. Mais on a un statut, il y a eu des tentatives de réforme depuis 25 ans qui échouent. Il faut
que l'entreprise SNCF puisse se moderniser. Elle l'a déjà fait. Et cette réforme va réussir? On voit quand même une opposition très forte des syndicats. Je l'espère. Et je pense que la SNCF doit aussi travailler en interne. Vous le rappeliez, c'est la demande aussi de la ministre vis-à-vis de Guillaume Pépi, pour dresser des perspectives en termes commerciaux, en termes de services, en termes d'accueil en gare, un sujet qui m'est cher, pour que ce soit plus confortable, plus agréable. Il y a des questions de sécurité qui sont absolument prioritaires. Mais il faut aussi moderniser ce statut qui est ancien, qui est dépassé, et qui est très coûteux, et avoir un nouveau statut qui ne sera pas un statut lambda, qui sera un statut des transporteurs publics, qui est assez protecteur pour les nouveaux entrants dans le système. Il faut accepter cette entrée dans le 21e siècle. Moi, je lis ce qu'il y a pour l'instant dans le projet de loi d'habilitation. Alors, ce n'est pas le projet de loi des ordonnances, c'est l'habilitation qui permet d'aller vers les ordonnances. Rapidement. C'est dans ce cadre que sera notamment confirmé l'arrêt des recrutements au statut des nouveaux agents. Il n'y a pas de question de nouveau statut, c'est la fin du statut. Mais oui, mais s'il y avait nouveau statut, ça pouvait être... S'il y a nouveau statut, ça peut être le même statut pour tous les agents. Ça ne marchera pas avec la cohabitation de plusieurs statuts. Et l'enjeu aujourd'hui... Ça sera le défi à relever. Merci. Et adoption définitive du projet de loi olympique après un dernier feu vert du Sénat, c'était ce matin, alors qu'un rapport d'experts s'inquiète d'un dérapage budgétaire qui pourrait coûter cher à la France d'ici à 2024. Marie Brémaud. Consensus dans l'hémicycle au moment de voter le projet de loi olympique Paris 2024. Les sénateurs avaient déjà trouvé un accord avec les députés lors de la commission mixte paritaire, avec pour les parlementaires un enjeu majeur sur ce texte. Nous avons adopté diverses simplifications. Je crois que c'est un pan important de ce texte, de manière générale. Simplifier les procédures d'urbanisme, se libérer des carcans administratifs, alors que de nombreux chantiers vont être lancés en vue des Jeux Olympiques. Des dispositions adoptées alors qu'un rapport d'experts vient de mettre en doute le respect des délais et du budget. Si la ministre des Sports se veut rassurante, elle admet de nécessaires ajustements. Aujourd'hui, effectivement, il y a des révisions à faire. La seule chose, c'est que nous resterons dans les coûts et nous n'allons pas déroger à cette confiance qu'on nous a attribuée. Donc je me tiens fermement, j'irai obstinée à rester dans les clous. Nous ne ferons pas, et je rassure tout le monde, nous ne ferons pas des jeux low cost, mais nous ferons des jeux sobres. Laura Flessel lance donc une vague de concertation avec les élus locaux afin de respecter le budget, soit un peu moins de 7 milliards d'euros. La ministre a 3 mois pour revoir la copie. En juin, la France doit remettre au CIO le projet final. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Patrick Kanner, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe socialiste ici au Sénat, ancien ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports entre 2014 et 2017. Jean-Raymond Hugonet, bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur Les Républicains de l'Essonne. Pierre Rondeau est également sur ce plateau, bonjour, vous êtes économiste du sport. Et j'accueille enfin Armand de Rindinger, bonjour, vous êtes consultant international, spécialiste du mouvement olympique. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La cuisine olympique quand la France se pique aux Jeux, aux éditions Temporis. Première question pour vous, Patrick Kanner, puisqu'on a entendu à l'instant Laura Flessel nous assurer que nous n'aurons pas des Jeux low cost. Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, des inquiétudes à avoir ? Sur le low cost ou sur le coût général ? Sur le low cost, pour reprendre sa formule. Non. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà l'essentiel des équipements et que ceux qui seront à construire seront soit en modulaire, donc de manière tout à fait maîtrisée. On a une très forte technicité en France sur le sujet, et la construction de la piscine olympique, du centre nautique olympique aquatique qui ne posera aucun problème en termes de qualité. Non, je pense qu'il faut couper court à ce mauvais canard qui consisterait à penser que pour des raisons financières, nous aurions des jeux cheap, pour reprendre une autre expression anglophone. Donc ce dossier a été bien mené, avec des engagements clairs de l'État, des collectivités territoriales que je souhaite saluer. Et donc nous avons un dossier qui bien sûr ne doit pas déraper, comme l'a dit Laura Flessel très justement, mais qui est maîtrisé. Vous partagez cet enthousiasme, Jean-Raymond Hugonet. Est-ce qu'il ne faudra pas, malgré tout, revoir quelque part nos ambitions à la baisse ? Alors, je partage l'essentiel de ce que vient de dire Monsieur le Ministre. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on fait dans la suspicion.
Vous voyez, sur les coûts, bien entendu qu'il va falloir maîtriser. L'expérience nous apprend que quand on fait des annonces, quand on rentre dans la réalité, on voit les changements. C'est un des sujets qui irrigue, si je puis dire, le projet olympique, c'est le Grand Paris Express, où là, on a des inquiétudes. Forcément, aujourd'hui, on se trouve devant le mur et on a des difficultés. Je pense que le dossier, comme l'a dit Monsieur le Ministre, a été très bien mené. Il faudra... Et donc, consensus politique. Oui, mais le sport rapproche. Et c'est un exemple ce matin dans l'hémicycle, même si on n'était pas très nombreux, à mon avis, mais quand même, il y a eu, je crois, la CMP s'est très bien passée, les échanges entre l'Assemblée et le Sénat. Pourquoi ? Parce que c'est fédérateur. Le sport est fédérateur, on l'a montré, et que c'est une des raisons. Alors maintenant, il va falloir faire très attention et encadrer financièrement. La Cour des comptes est déjà, un petit, je ne veux pas dire sur les dents, mais quand même un petit peu. Il ne faut pas jouer les Cassandres. L'Inspection générale des finances aussi, à travers ce rapport. Absolument. Alors, il ne faut pas jouer les Cassandres, il faudra être très vigilant. Moi, j'ai toute confiance dans l'organisation, et notamment Tony Estanguet et toute son équipe, pour que les choses soient mesurées de très près. Ouais. Armand Drininger, c'est vrai que l'histoire a montré que l'addition explosait systématiquement pour les villes organisatrices, pour les villes hôtes des Jeux Olympiques. Oui, toujours, à l'exception de Los Angeles, qui étaient les seuls Jeux Olympiques rentables. Oui, je partage le point de vue des sénateurs et du ministre Patrick Kanner, il n'y a pas de souci. Les Jeux que l'on va faire vont être bien organisés, bien faits. Est-ce qu'ils resteront dans le budget de 6,8 milliards qui était précédemment de 6,2 milliards? Donc on est passé de 6,2 milliards à 6,8 milliards, qui est une dérive sur un an qui n'est pas bien grave. Non, la question qu'il faut se poser véritablement, mais est-ce que ce budget qui a été élaboré correspond-il à une réalité? Et déjà, au moment du moment de la candidature, indépendamment de la qualité de la candidature, beaucoup d'experts et de consultants, beaucoup de gens qui connaissent le sujet, s'interrogeaient sur la légitimité et la crédibilité de ce budget. Ce budget était bien fait. Sur les lignes budgétaires qui avaient été prévues à 10% près, entre autres pour le bassin nautique par exemple, c'était bien fait, mais il était totalement incomplet. Et il ne tenait pas compte d'une certaine réalité que lorsqu'on organise les Jeux Olympiques, lorsqu'on nous attribue les Jeux, il y a des réalités indirectes, par exemple comme le Grand Paris, qui auront un effet mécanique sur les Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui, lorsqu'on dit, ben voilà, on découvre que ça ne tiendra peut-être pas dans les clous, si ça peut éventuellement tenir dans les clous, moi je n'y crois pas. Sur les 6,8 milliards, je n'y crois pas. Mais la chance que l'on a, c'est qu'on a une obligation aujourd'hui de dire la vérité des choses. On a vendu un dossier au CIO. Le CIO ne veut pas que l'on dérape. Je crois que le peuple, entre guillemets, et les collectivités territoriales ne veulent pas. Donc nous avons aujourd'hui les collectivités territoriales, l'ensemble des partenaires qui disent « oui, donne-nous la vérité des prix ». Et je pense qu'à la fin juin, nous aurons la vérité des prix. Et ça ne sera pas 6,8 milliards, à mon avis. Pierre Rondeau, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a promis de la transparence absolue, justement, sur ce dossier. Chef d'État qui s'engage à tenir cette enveloppe de 6,8. Ce qui est sûr, alors oui, effectivement, dans l'histoire olympique, depuis 1968, le taux de dépassement moyen était de 167%. Comme vous l'avez dit, les seules Olympiades qui ont respecté leur budget, c'est Los Angeles en 84. Là où vraiment, je soulignais la chose et je veux mettre le point dessus, c'est qu'on parle effectivement du budget olympique, mais moi je veux vraiment voir plus loin. C'est un budget pour des investissements olympiques qui seront ensuite réhabilités. Alors quand bien même, on peut maintenant se positionner, il y aura ou pas dépassement. Même s'il y a dépassement, j'ai envie de croire que le dépassement, s'il a lieu, ce n'est pas un coût supplémentaire, c'est un investissement supplémentaire. On va effectivement dépenser beaucoup d'argent pour un village olympique, pour un centre aquatique, pour un media center, mais, c'est ce qu'il dit dans le projet, l'ensemble de ces infrastructures seront ensuite réhabilitées a posteriori pour des logements, dont des logements sociaux, des bureaux et des commerces. Alors là, on se focalise sur le coût budgétaire, sur le budget à 6,8 milliards. J'ai envie de dire, soit il passera à 7, à 8, à 9, à 10, ok. Je pense qu'il passera à 10. Peut-être pas à 10, en tout cas à 7 ou 8, peut-être, très certainement. Mais ce n'est pas un coût qui pèsera sur les générations futures comme une dette restrictive. Ce sera un coût, ou même un investissement pour réhabiliter les infrastructures, pour améliorer le confort des citadins, des franciliens. On va accélérer les travaux du Grand Paris, du Grand Paris Express. On va construire des nouveaux logements. On va améliorer la visibilité, l'accueil, les infrastructures de beaucoup de régions et de départements en France. Donc, on se focalise sur le budget. Le budget sera dépassé, je pense, mais pas dans le mauvais sens. C'est vrai que ces réalisations sont des facteurs d'attractivité des territoires et notamment de la Seine-Saint-Denis. Il y a quand même quelques inquiétudes, Patrick Kanner, justement, pour ce département qui craint d'être un peu oublié ou abandonné dans le projet.
Écoutez, il est en tout cas le département le plus favorisé par le projet. Et notamment, il va récupérer ce centre aquatique qui va être exceptionnel, avec sûrement un surcoût, ça je vous le concède, mais qui est tellement utile pour ce. Le coût pourrait être multiplié par 2, de 130 millions d'euros, on passerait à 260. J'attends les analyses architecturales des experts. Nous verrons bien. Mais on a besoin d'un centre aquatique dans cette partie de l'Île-de-France. Ce qui est aussi important à souligner, c'est qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc. J'étais au Jeu de Rio. J'étais notamment dans le secteur de Barra, près de Rio. Aujourd'hui, un éléphant blanc. Et donc, nous savons qu'en France, avec toutes les réserves d'usage sur l'importance des coûts, il n'y aura pas d'éléphant blanc parce que tout existe déjà et est utilisé ou sera utilisé. Et ce qui n'est pas utile dans le temps sera sous forme modulaire, comme par exemple les épreuves hippiques au château de Versailles. Donc, on a là un projet qui est maintenu. Alors, peut-être dépassement, mais aussi regardons les recettes. Ces milliers de logements, c'est des emplois. C'est 2 salariés pendant 18 mois pour chacun des logements. Donc ça, c'est de la richesse, sans compter les retombées économiques des JO en tant que telles. Jean-Raymond Hugonet, je vais reprendre juste ma marotte, puis comme on est au Sénat, ça tombe bien, parce que c'est la représentation des territoires, mais sincèrement, quand il y a des estimations en amont des coûts, dans nos collectivités, si on se trompait de 164% ou de 167%, sincèrement, on nous prendrait pour des malades. Ça n'arrive pas dans les collectivités. Il peut y avoir des dépassements, mais quand en amont, on s'engage sur un projet, financièrement, on est quand même beaucoup plus sérieux dans l'approche, parce que c'est facile de dire après, on va percuter. Ce que je constate, c'est que dans les dossiers... On n'a pas été assez sérieux dans l'approche, c'est ce que vous dites aujourd'hui. On voit il y a des questions de dépollution des sols, de vestiges archéologiques. Ce sont des choses, effectivement, qu'on ne peut pas maîtriser à l'avance, mais il aurait fallu mieux les intégrer. Une des forces, et je crois une des forces principales, indépendamment de la renommée de la capitale française, du dossier, c'est qu'un maximum de structures étaient déjà construites, hormis la piscine. 95%. Donc ça veut donc dire que sur les autres dossiers, de toute façon, les chances de se tromper étaient encore plus importantes. Elles étaient minimes chez nous, et je pense que pour un centre aquatique, aussi complexe soit-il, qu'on se trompe dans l'estimation avec des différences tellement importantes, vous voyez ce que je veux dire? Dès le départ, il faut cadrer les choses. Ce n'est pas un économiste ce que je veux dire, le contraire. Ni un ministre. Oui, je pense qu'il faut les cadrer les choses dès le départ. De toute façon, c'est dès le départ. C'est en juin ou plus tard qu'on aura la vérité complète. Mais il faut faire la part des choses entre la dépense nécessaire pour l'organisation des Jeux et l'investissement qui sont nécessaires pour que les Jeux se déroulent bien. Sur les investissements, il y a un héritage. Et Patrick Canard a parfaitement raison. Il n'y aura a priori aucun éléphant blanc. On a quelques doutes en ce qui concerne la reconversion des 2 villages, que ce soit celui des athlètes ou celui des médias, mais c'est normal. Le CIO l'avait déjà fait remarquer il y a 1 an et demi dans son rapport d'évaluation. Donc, la grande question qui va se poser, réellement, qu'est-ce que va coûter les Jeux? Les Jeux, en eux-mêmes, ils vont coûter 6 milliards ou 7 milliards. Je ne pense pas qu'il y aura une très grande dérive. Sur le centre aquatique, je suis beaucoup plus réservé. Moi, j'ai vécu l'histoire du centre aquatique depuis 2001. Pour les Jeux de 2008, à Moscou, je me souviens, ils étaient promis. En 2005, pour 2012, rebelote. Et la rebelote là, nous sommes aujourd'hui en 2018. Et le centre nautique, il n'est toujours pas élaboré. Et on a des doutes sur le budget lui-même. Et le budget entre 2001 et 2018 est quand même passé de 113 millions à 250. 250. Bon, ça, c'est un doute. Mais bon, ce n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est comment les politiques, les collectivités territoriales, et vous les représentez, très clairement, vont faire passer l'investissement qui est nécessaire pour les Jeux et qui sera un héritage pour eux. Et donc, il y aura une décision politique, parce que lorsqu'on fait un investissement pour tout ce qui est nécessaire pour les Jeux olympiques, que ce soit la sécurité, que ce soit la reconversion du village proprement dite, que ce soit les éléments liés à l'héritage, à l'environnement, c'est un coût sur lequel le CIO, le Comité national olympique, ne se pose pas de questions trop métaphysiques. C'est à d'autres charges. Et bien cet investissement, moi je le trouve tout à fait indispensable pour le sport, mais aussi pour l'équilibre des territoires, mais il faut le faire passer. Au détriment d'autres choses. Je ne sais pas si c'est au détriment de la santé, ou au détriment de l'éducation, de la sécurité. C'est le grand choix des politiques aujourd'hui. Patrick Canard, c'est qu'il y a cette échéance du 18 juin, il y aura une nouvelle copie qui doit être présentée. Il va falloir peut-être des ajustements et redimensionner certains projets.
Oui, enfin, oui, je vous réponds oui, mais je ne devrais pas vous répondre oui. Oui ou non? Je devrais tout simplement vous dire que l'engagement des pouvoirs publics existe. 1 milliard d'euros pour l'État, 500 millions d'euros pour les collectivités territoriales. Que donc nous avons une responsabilité devant les Français de garder cet engagement à une hauteur raisonnable. Mais d'expliquer aussi aux Français que c'est une chance extraordinaire que de pouvoir organiser les Jeux dans un pays comme la France, parce que derrière les JO, c'est aussi l'image de la France d'être capable d'organiser de grands événements sportifs. Je rappelle dans cette table ronde que les Jeux, c'est un budget, mais que les grands événements sportifs dans lesquels maintenant la France est reconnue, c'est 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an sur notre planète. Et peut-être un dernier mot, si vous me le permettez, c'est qu'il y a les Jeux, et c'est l'écrin pour moi, les Jeux, c'est l'organisation. Et je l'ai dit ce matin dans l'hémicycle, attention à ce que le bijou soit aussi de qualité pour la France. Et je l'ai dit à Laura Flessel, Madame la Ministre, ayez de nouveaux moyens. Ce n'est pas en baissant le budget du Centre national de développement du sport, en minorant les emplois aidés dans les clubs sportifs, en privatisant la FDJ sans s'assurer que le budget sport sera préservé, que nous aurons des Jeux réussis. Parce que et la gouvernance. Des Jeux réussis en France, c'est aussi, permettez-moi de le dire, beaucoup de médailles pour nous. Et la ministre qui vous a promis une grande loi en 2019 qui serait soumise à l'approbation du Parlement justement sur le sport et la pratique sportive. Pierre, c'est vraiment, alors je rejoins tout à fait Monsieur le Ministre, c'est vraiment la protection de la génération 2024. Alors on va sûrement faire de la politique et je vais sortir de mon rôle d'économiste, mais c'est vrai que quand on entend la suppression des contrats aidés, quand on entend la réduction du budget structurel du CNDS, quand on entend la réduction budgétaire, la dotation du ministère des Sports, quand on entend la baisse des subventions locales, municipales et nationales en faveur du sport, on peut s'inquiéter de la protection de la génération 2024. Parce que j'ajouterais même que les Jeux Olympiques, c'est effectivement la compétition la plus médiatisée au monde. La seule cérémonie d'ouverture a été vue lors des Olympiades de Rio par 3,2 milliards de téléspectateurs. Donc les yeux seront rivés, le monde sera arrivé sur Paris, sur les Jeux Olympiques. Donc il faut se donner les moyens de faire un bel événement, une belle compétition. Et c'est pas vrai que c'est ma marotte, mais je suis très clair sur cette sémantique. C'est pas un coût budgétaire, c'est un investissement. Quand bien même on dépense 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, si c'est dans l'intérêt des Jeux Olympiques, dans l'intérêt des sportifs et dans l'intérêt des Franciliens, moi ça ne me pose aucun problème. Ouais, mais certains pays sont revenus, on se souvient peut-être de ce qui s'est passé en Grèce ou en Australie. Mais il y a une chose qui est très très importante, et le président Macron, lorsqu'il a reçu la délégation qui revenait de Lima le 15 septembre pour fêter la victoire, il a quand même été très très clair en disant, écoutez, les Jeux Olympiques, il faut qu'ils restent dans le budget. Première chose, très bien. Deuxièmement, il s'est adressé au mouvement sportif en disant, repensez complètement la gouvernance du sport en France, qui est une catastrophe. Tous ces débats budgétaires qu'on a à l'heure actuelle, qui est un non-sens. On a les Jeux Olympiques et on réduit le budget. Oui. Le sport est toujours aussi quelque chose considéré comme mineur dans les écoles. Alors, on fait de la com, on explique des tas de choses, mais c'est totalement nul. Je parle sous le contrôle du ministre Patrick Kanner. Je plains d'être ministre des Sports, puisque c'est vraiment la variable d'ajustement. Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai passé le flambeau à Laura Flessel le 17 mai dernier, je m'en souviens très bien, je lui ai dit, écoute Laura, je te laisse un magnifique dossier, je pense que ça ira jusqu'au bout, mais comme futur ministre des Sports, parce qu'elle venait d'être nommée comme ministre des Sports, tu dois exiger le doublement de ton budget de l'année prochaine. Ça n'a pas été tout à fait le cas. C'est le minimum qu'il devrait faire. Donc il est clair aujourd'hui, si on n'a pas une gouvernance sportive, on aura fait un coup d'épée dans l'eau. On aura les Jeux Olympiques, on aura dépensé et ou investi 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards. Moi, je suis assez symbolique sur les chiffres 10. Vous voyez, c'est les chiffres 10, on en reparlera dans quelques temps. Les chiffres 10, qui est une forme d'investissement. Si on n'a pas la conséquence, équilibre sur les territoires. Deuxièmement, refonte totale on est encore à l'époque de Léo Lagrange, de 1936. L'organisation sportive. Ça, c'est pour la gouvernance. Je voudrais quand même qu'on revienne au débat et aussi à un autre sujet d'inquiétude. Et je vous propose d'écouter votre collègue des Hauts-de-Seine, Philippe Pémezec, sénateur LR. Lui, il s'inquiète justement sur la réalisation du Grand Paris Express. Écoutez. Ah oui. La publication du rapport de la Cour des comptes sur les dérapages financiers du projet du Grand Paris Express, puis la gêne du gouvernement, mise au pied du mur pour tenir ses engagements financiers sur la réalisation dans les délais prévus de ce réseau indispensable pour la survie de la région capitale, tout cela est inquiétant. Un dérapage en effet de plus de 13 milliards d'euros, alors même que les travaux sont tout juste entamés et qui met en doute la capacité de la Société du Grand Paris à tenir ses objectifs, elle qui a été créée justement pour plus d'efficacité.
Jean-Raymond Hugonet, on voit les difficultés justement de réalisation du Grand Paris Express. Ça va peser justement sur les JO. On parlait de cette ligne qui va desservir le Bourget, là où il y aura le futur village média, entre autres. Bien sûr, mais en cette période où on cherchait les nouvelles disciplines olympiques, moi, il y en a une que je proposerais bien, c'est celle du respect des ambitions pour les politiques, alors qu'on est dans un pays qui a 83 milliards de déficit. C'est un sport à risque, ça. C'est un sport à grand risque. Mais le CIO ne vous aura pas raison. Mais le problème, il est là. Bien sûr, derrière la médaille d'or. Non, mais le problème, il est là, mais personne ne l'aurait. Le problème, il est là, c'est qu'on a des grandes ambitions. Tout ce qui vient d'être dit, je le partage. Mais en plus, en tant qu'amateur de sport, et je sais ce que le sport amène. Sauf que dans tous les domaines, on se heurte à la même chose. Et on le voit bien sur un projet capital. On parle des Jeux Olympiques. Je parle du plateau de Saclay que je connais bien puisque je suis essonien. Catastrophe. Là, bien entendu, les Jeux Olympiques sont merveilleux. Je souscris à ce qui a été dit. Mais le plateau de Saclay, c'est l'avenir de notre pays. La Silicon Valley à la française, c'est absolument incroyable. Eh bien, on vient de lui écorner le dossier grandement parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas capable de construire en temps réel les tunnels qui vont permettre au Grand Paris Express d'exister et qu'on se demande, Philippe Pemezec l'a dit ce matin en séance, que là ça va être très court pour le Bourget. Et donc on voit bien qu'il y a une avancée au jour le jour, de dossiers qui sont repris, qu'on s'est un petit peu repassé, où on sait très bien que les estimations de départ ne sont pas les bonnes, qu'on va sortir des épures et qu'on ne sait pas le financer parce que tout simplement on a les critères de Maastricht qui s'imposent à nous. Il y a un problème aussi de maîtrise d'ouvrage, de multiplication finalement peut-être des maîtres d'ouvrage. Patrick Kanner, dans la coordination, il faut revoir aussi tout ça pour accélérer un peu les choses et être au rendez-vous. Sur les équipements sportifs, il y a une coordination au travers de la Solidéo, donc là il n'y a pas de souci. Mais moi je partage l'inquiétude de doit mes livrer collègues. les Jeux Olympiques. Ici, la question des circuits pour amener les spectateurs vers les sites, c'est un enjeu majeur. Moi, je suis inquiet. Je pense qu'il faut vraiment tout mettre sur la table. Si c'est une question d'argent, il faut la traiter. Voilà, et on revient une décision politique, précédent. Mais l'image de Paris passera aussi par la capacité à transporter dans de bonnes conditions les supporters. Non, mais c'est sûr, je ne voudrais pas remettre en question l'amateurisme du dossier de candidature de Paris, mais voilà, ils avaient projeté Patrick Kanner nous a dit que ça a été très bien préparé. Sûrement. Ça a été bien vendu. J'en suis persuadé. Ça a été bien vendu. J'en suis persuadé. Mais ils ont promis au CIO que l'ensemble des infrastructures sportives seront joignables à travers une demi-heure de transport en commun maximum. Donc on aura toutes les infrastructures disponibles à une demi-heure en métro. Donc on a dit, voilà, le Grand Paris Express sera terminé pour 2024. Il était déjà budgété et prévu pour 2030, à 22 milliards si je ne me trompe pas. Et donc on a demandé à ce que les travaux soient accélérés. Donc l'accélération des travaux, s'ils se réalisent, a fait passer le budget de 22 milliards à 35 milliards. Et on ne sait même pas à l'heure actuelle si ce budget va encore être dépassé pour justement prévoir ces travaux, les terminer et les finaliser à temps. L'accélération, parce qu'on s'est vu trop beau suite à la victoire de Paris 2024, on s'est dit on va tout mettre en œuvre pour le faire, quitte à que ça soit fait au rabais, quitte à ce qu'on annule certaines stations d'importance et ce qui, au final, il y ait des conséquences fâcheuses. Cet aspect budgétaire, au-delà des aspects des chiffres, a un double effet si ce n'est pas maîtrisé. Le premier effet, d'abord, c'est vis-à-vis de la mobilisation de la population. Bon, il n'y a pas eu de consultation populaire, et heureusement, parce que s'il y avait eu consultation populaire, moi qui suis favorable au jeu, c'est pas certain que les gens aient été favorables. Bon, on a les jeux aujourd'hui, on les a, il faut les réussir, il ne faut pas qu'ils soient cheap, il ne faut pas qu'ils soient low cost, sobre, je ne sais pas ce que ça veut dire, il faut que ce soit des jeux dignes de Paris et de la France, ça c'est très très clair. Ça c'est la première chose, donc si on n'est pas clair sur le budget, il n'y aura pas de mobilisation, et là c'était une catastrophe. Et la deuxième chose qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, dans ce débat d'actualisation du budget, et déjà, il était sous-jacent, bien avant l'arrivée même d'Emmanuel Macron à l'Élysée, ça existait déjà à l'époque du ministère, parce que j'avais été consulté à l'époque, et j'avais dit très clairement, votre unité politique, elle risque d'exploser si vous ne mettez pas le COJO, c'est-à-dire le couple Estanguet-Taubois, cette équipe, devant leurs responsabilités. Vous vous engagez à mettre des sommes et à justifier une position politique vis-à-vis de vos électeurs. Donc il est absolument indispensable que ce que l'on vous annonce soit la vérité. Or, aujourd'hui, le COJO ne peut pas se permettre d'occulter ou de sous-estimer un certain nombre de dépenses vis-à-vis des collectivités territoriales qui sont totalement unies, mais le jour où il n'y a plus de foin dans les râteliers, c'est là que les ânes se battent. On a bien compris. La réussite de ces JO, ça sera à condition que les Français n'en payent pas la facture.